c'est parti. Je peux masquer ça normalement. Ok. Donc l'objectif, comme vous voyez, c'est de se familiariser avec la transformée de Fourier d'un point de vue numérique par rapport à d'habitude où vous avez une familiarité avec ce sujet plutôt d'un point de vue, je pense, plus fréquemment c'est d'un point de vue mathématique où vous voyez ces choses-là et vous ne le voyez pas toujours d'un point de vue numérique. Donc ça c'est un petit peu l'objectif. Euh, Vous devriez avoir une familiarité avec la notion de produit scalaire et puis de distance, et donc ça devrait bien vous aider. Donc si on vous regarde, si on regarde les consignes qui vous sont données ici sur le TP, on va les suivre. Je vais le faire au fur et à mesure. Et donc si vous avez des questions en direct, pour le peu de personnes qui sont là, n'hésitez pas à poser vos questions. Et puis pour ceux qui en auraient a posteriori, je vous invite à me contacter soit sur Teams ou soit par mail. Je préfère par Teams. Ok. Alors on vous dit qu'il faut acquérir des données. Alors si vous ne l'avez pas fait, c'est quelque chose que vous pouvez faire sur Moodle. Hop, attendez, hop, je vous montre ça. Sur Moodle, donc il y a un cours qui s'appelle traitement du signal S8. Hop. Alors je vais prendre le rôle, changer de rôle étudiant là, pour faut que vous voyez la même chose que moi. Si vous allez dans les travaux pratiques et mini-projets, donc dans le TP numéro 2, il y a les données du TP2 là, ici là, que vous pouvez télécharger. Je sais pas c'est quoi, c'est un zip ou c'est un... Ouais, non, c'est voilà, c'est juste des données. Ok, les données du TP numéro 2. On a un exemple de script que vous pouvez éventuellement télécharger et puis un exemple sonore ici. Voilà, donc je vous invite à les télécharger, à les mettre dans votre répertoire ou vous faites dans votre répertoire qui porte sur ce thème. Alors on vous dit quoi? De charger les données disponibles sur Moodle. Ok, donc je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc normalement dans ce répertoire, moi j'ai un truc qui s'appelle... je vois qui s'appelle... Ah bah non, il faut que je me déplace dans le truc qui s'appelle MATLAB. Hop. Est-ce que j'ai un truc qui s'appelle data.txt? J'imagine que c'est ça. Hop, vous voyez. Et donc, je vais les charger, ces données. Et donc, on les charge en faisant, je sais pas, d égale load et puis data.txt. Okay. Donc là, j'ai fait l'acquisition des données. Je me rends compte que j'ai pas besoin. Je me rends compte que la commande s'est exécutée correctement. Donc, je vais le copier dans un script que je vais enregistrer pour plus tard. Ce script, je vais l'appeler... Attendez, je vais agrandir le truc pour que vous voyez un peu mieux. Et je vais l'appeler ce script. Il faut l'enregistrer. Je fais CTRL S pour l'enregistrer. Et puis je l'appelle... je sais pas, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler, on va l'appeler TP2. TP2 début. Ok. J'enregistre et puis je mets quelques commentaires pour expliquer ce que je suis en train de faire. C'est la partie implémentation de la transformée de Fourier. Ok. Donc j'ai fait l'acquisition des données et je me rends compte qu'il y a 3 colonnes, un peu comme la dernière fois. Et donc du coup, ce que je vais dire, c'est que la première colonne, eh bien, je soupçonne que c'est quelque chose qui correspond à un temps. La deuxième, comme la dernière fois, je soupçonne que la deuxième colonne correspond à un truc que je vais appeler X. Et puis la troisième colonne, c'est quelque chose que je vais appeler Y. Voilà, on va faire un truc comme ça. Hop. Et puis, donc si je lance TP2 underscore début, j'exécute le programme. Pour éviter d'avoir des soucis, je vais m'assurer de faire place nette dans l'espace mémoire. Et je fais comme ça. Ok, donc j'ai fait ça. Maintenant, si je tape OUS pour savoir qu'est-ce qui existe, il existe D, T, X et Y. Et j'aimerais avoir une petite idée de la tête de T. On va voir qu'est-ce que c'est. Alors si je fais un plot des données, je vois que c'est juste une liste de valeurs qui augmente linéairement. 4000 valeurs situées entre 0 et 4. Ok. Et puis, alors 4001 valeurs. Si je regarde ce que fait que X, je vois quelque chose comme ça. Ok, super. Ok, je regarde ce que fait Y.
vois quelque chose comme ça. Et donc peut-être que je regarde t en fonction de x. Et je vois quelque chose comme ça. Ok. Bon, bah visiblement, on a des données qui oscillent bien régulièrement, entre -5 et 5 pour x. Et alors si je veux regarder, comparer en mettant y aussi, ah, j'observe que y a une valeur moyenne, peut-être un truc important, et peut-être une amplitude de variation un peu moins grande. Voilà. Ça, c'est un petit peu ce que je peux obtenir comme information, simplement en visualisant directement, sans en faire plus. Ok. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Ouais, c'est bon. Bon, moi, si on peut pas vraiment en dire beaucoup plus de ça. Et qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Comme dans le dernier TP, ce fichier contient des données de position échelonnées tous les TE égale 1 milliseconde. On pourrait essayer de vérifier ça. Si je vais faire T de 1 moins T de 2 de 0, ça va vous donner l'espacement entre les deux premiers points. Ah, c'est n'est pas en Python. Et on voit que voilà. Donc ça, c'est, je me rends compte que c'est l'espacement. Donc d'ailleurs, je vais l'appeler la période d'échantillonnage. Je vais le définir comme étant l'espace qui sépare la deuxième valeur de t de l'espace, enfin, de la première valeur de t. Et donc ça, je vais l'appeler l'échantillonnage. Ok, donc ça c'est TE. Et on vous dit pour une durée totale de 4 secondes. Alors, grand T, alors ce que je vais appeler le nombre de points, ce sera la longueur de mon vecteur t, ou x ou y, hein, c'est pas important. Et puis ce que je vais appeler la durée totale, grand T, eh ben, ce sera n fois t. On va regarder si ça marche. Donc j'enregistre. Je peux appuyer sur F5 pour exécuter le programme. Si je me dis qui es-tu, je vois qu'il y a grand T qui a été créé, c'est un double. Et combien est-ce qu'il vaut grand T? Il vaut pas tout à fait 4 secondes. Il vaut 4,001 secondes. C'est une petite distinction ici entre la dernière valeur, hein, puis d'ailleurs t de end, ça fait combien ça? Ça fait 4 secondes. La dernière valeur c'est 4 secondes, mais en fait la durée totale d'échantillonnage c'est le nombre d'espaces qu'il y a entre 0 et 4, et donc on a un tout petit peu plus, une petite valeur en plus. Pas très important. Alors on vous demande de créer un vecteur qui s'appelle W0 ou oméga 0 en fait. Et ce vecteur, il est de taille similaire aux signaux contenus dans le fichier. Attendez, hop, et dont la forme est oméga 0 de t égale 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut un vecteur oméga 0 qui contienne que des 1. Il contient 1, 1, 1, 1, 1. Et alors on veut que ce soit un vecteur colonne, donc on va mettre un petit prime là, hop. On veut un truc comme ça. Sauf qu'on ne veut pas qu'il y en ait juste comme ça, qu'il y en ait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On veut qu'il y en ait 4001. Alors il y a une fonction de MATLAB qui crée juste des 1, et cette fonction elle s'appelle ones. Et si je fais ones de 1, alors qu'est-ce que ça fait? Ça me crée un 1. Ones de 2, ça me crée une matrice de 2 avec que des 1. Ça, c'est une matrice 3, 3 avec que des 1. Une matrice 4, 4 avec que des 1. Et puis si je mets 1, 3, c'est une matrice ligne avec que des 1. 2, 3, c'est deux lignes avec que des 1. Je sais pas, 5, 3, c'est 5 lignes avec 3 colonnes de 1, etc., etc. Et donc finalement, ce que je veux, c'est avoir n valeurs de 1, comme ça, voilà, un truc comme ça, colonne. Ok, donc je me rends compte que W0, hop, donc on va dans cette zone, je vais l'appeler la création des vecteurs de Fourier. Ok, et comment ça marche? Ben, j'ai W0 qui est égal à ones de n1. Voilà. Donc ça, c'est juste un vecteur qui contient que des 1. Et donc, on est bien d'accord que tout se passe si je représente. Donc ça, c'est maintenant, je vais l'appeler W0. Donc, hop, j'exécute le truc. Et si je représente W0 en fonction de t, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens juste des valeurs qui valent 1 partout. Donc on est bien content, tout se passe bien. Ok. Maintenant on vous dit qu'on fabrique W1, W2, W3, qui sont des vecteurs. Alors on a une forme particulière, je vous rappelle que c'est des fonctions du temps.
Je vous rappelle que pour fabriquer une vecteur fonction du temps, bah, je pourrais appeler allez, W1, par exemple je pourrais faire cosinus de t. Et ça, si je fais ça, bah, ça me fait un vecteur qui contient un cosinus des valeurs que prend le vecteur t. Donc ça c'est assez facile, sauf que ce qu'on veut pas faire, c'est pas des vecteurs, la fonction cosinus de t, on va faire la fonction, alors c'est une fonction exponentielle, et à l'intérieur il y a le nombre j, le nombre complexe, hein, dont le carré vaut moins 1. Et donc bah, je vais mettre, alors que je écrit 1j je crois, j'ai un doute. 1j c'est quoi ça? Ah oui, c'est bien le nombre, ah oui, 1i, c'est le nombre complexe, ah oui c'est mieux. Voilà, on l'écrit comme ça, donc c'est 1i que multiplie 2 fois pi fois, alors n, alors qu'est-ce que c'est n? Ah bah oui, on vous dit que c'est W1, W2, W3 qui sont de la forme Wn avec n égale 1, 2, 3, donc clairement ici n c'est 1, ici pour ce premier, que multiplie t et que divise grand N fois TE. Donc une parenthèse, hop, ok. Donc je me rends compte que ça a marché. Alors W1, alors je vois que ça a plein de valeurs. C'est une fonction qui prend des valeurs complexes, ça me semble un petit peu normal. Donc ici, je vais recopier. Qu'est-ce que j'avais? J'avais ce machin là, hop. Je le copie parce que visiblement c'était bien ce qu'il fallait écrire. Et puis j'ai fabriqué W1 comme ça. Je veux fabriquer W2 qui est un autre vecteur et je me rends compte que c'est quasiment la même chose que W1. Il faut juste que je change. Alors je vais le copier 3 fois ce truc. Hop, pour avoir un W1, W2 et W3. Et qu'est-ce que je veux changer ici? Ben, je veux changer. Alors pour le 1, je veux avoir 2 et lui ce sera W2. Puis W3. Ce sera ce truc là. On va remarquer. On va enregistrer. On va exécuter ce programme. J'appuie sur F5 ici. Ok. Et puis je veux quoi? Je veux avoir W3, les valeurs. Ok. Et là on pourrait se dire, bah, c'est simple, je vais essayer de regarder ce que fait W1. Et là il va se passer genre... c'est pas censé se passer ça. Qu'est-ce que fait W2? C'est bizarre parce que c'est des nombres complexes. Ils ont changé un petit peu la... Donc c'est pas normal hein, que ce qui se passe ça. Normalement je devrais pas être capable de visualiser ça. Pourquoi? Parce que bah, W1 c'est des valeurs complexes. Et donc en fait ce que je me rends compte c'est que maintenant plot, ils ont dû changer le comportement de la fonction plot. Plot vous représente visiblement bah, la partie réelle ou la partie imaginaire. Je ne sais pas trop ce qu'il a fait. En tout cas c'est bizarre qu'aient été représentées les valeurs des valeurs complexes comme ça. Hein, puisque je sais pas, c'est pas censé... normalement je devrais avoir une erreur. C'est ce à quoi je m'attends. Ici j'ai pas d'erreur, pourtant j'ai bien des valeurs complexes. Donc c'est pas trop clair. Si je fais juste W3, fait quoi? Ouais, c'est un peu plus. On comprend pas trop ce qui se passe. C'est un peu mieux ça, ce genre de choses là. Hop. Ouais, c'est un peu plus de sens là de tracer les valeurs dans le plan complexe. C'est en train de se passer ici. Mais toujours est-il que on a W1, W2, W3 qui sont trois vecteurs qui ont été créés. C'est fait. Généraliser et construire tous les vecteurs Wn. Alors, ça consiste à quoi généraliser? On se rend compte qu'on voudrait fabriquer les vecteurs W. Alors, notez que W0, on aurait très bien pu l'écrire là, prendre ce truc là, et puis l'écrire plutôt que d'écrire ones, de mettre un 0 ici, puisque exponentielle 0 ça fait 1. Et regardez, si je fais ça et que je fais CTRL V, si je dis qui es-tu W0, c'est bien juste une liste de 1. Donc on voit bien que le fait d'utiliser la forme exponentielle est généralisable, y compris pour W, pour le premier vecteur. Alors ce vecteur, ils vont s'appeler les vecteurs de Fourier. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire? Alors naïvement, je pourrais dire, bon bah ce que je veux faire, c'est faire varier n. Je veux aller de 0 jusqu'à, alors on vous dit, tous les vecteurs Wn et les vecteurs Wn de Fourier, ils vont de 0 jusqu'à n pas inclus, donc jusqu'à n-1. n-1, donc de 0 à n-1. Qu'est-ce que je veux faire dans cette boucle for? Alors, je sais que je vais terminer cette boucle for, donc je fais end for. Alors, faites juste end. Je crois pas que MATLAB supporte end for. Donc, si vous êtes en MATLAB, hop, MATLAB,
end tout court. Non, il n'y a pas besoin d'un truc comme ça. Alors qu'est-ce qu'on veut faire dans cette boucle? Eh ben, on veut définir le vecteur wn qui est exponentiel de ce machin-là. Hop. Alors, c'est pas ce qu'il faut faire, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui commettent cette erreur, et donc je vais la faire moi-même. Ok, donc je vais faire wn, je vais varier ce truc comme ça, là, hop, et puis j'enregistre, j'exécute mon programme. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris, pourquoi? Ok, end for, ouais, d'accord. Hop, attendez, ouais, c'est bon, donc j'ai ce truc là, et donc je vais exécuter mon programme, puis regardez ce qui se passe. Alors, le programme s'est exécuté, ça a été un peu long, pourquoi? Parce que fabriquer tous ces vecteurs, il y en a quand même n-1 et n vaut 4000, donc il y a 4001, donc il y a 4000 vecteurs à fabriquer, donc ça a pris un peu de temps, 4000 vecteurs de 4000. Et donc si je demande W0, il existe parce que je l'avais fabriqué à cette ligne-là. W1, il existe. Puis si je lui demande je sais pas, 3000, ou W2500, puis W500, je connais pas. Je dis, c'est bizarre parce que j'ai eu l'impression d'avoir fabriqué ça. Et je vois que ce qui existe, je vois qu'il y a W0, W1, W2, W3, et il y a un truc qui s'appelle WN qui existe. Et ben oui, en fait, j'ai pas fabriqué ici la lettre N, elle n'a pas été remplacée, elle n'est pas implémentée. En fait, c'est le mot WN qui a été créé. Et donc je me rends compte que c'est pas ça que je veux faire. Ce que j'ai envie de faire, c'est fabriquer, si vous voulez, j'ai envie conceptuellement d'avoir le WN. J'ai envie de faire ça. Sauf que W ici, N, je peux essayer, hein, je pense qu'il va me dire pas d'accord. Bah oui, parce que déjà, je commence à 0, et en plus l'autre erreur, c'est qu'il ne sait pas ce que c'est que W. W, il n'existe pas. Donc là, quand il essaye de mettre dans la case, donc on peut essayer, hein, on peut se rendre compte que c'est peut-être n plus 1 ici qu'il faudrait mettre, et puis je vais exécuter le truc, et puis ça va pas marcher non plus. Hein. Hop, parce qu'il dit, je sais pas ce qu'en fait, en gros, il essaye de mettre dans un tableau qui n'existe pas, le tableau W, à la n plus unième valeur, il essaye de mettre un vecteur, parce que ce qu'il y a à droite du signe égal, là, enfin de l'assignation, c'est un vecteur, et ce qu'il y a à gauche, c'est une valeur dans un tableau. Donc là, on a un petit problème. Donc on se rend compte que ce qu'on veut faire, c'est peut-être dire que on va stocker tous les matrices, tous les vecteurs W dans une matrice. Donc on va dire que je vais avoir une grande matrice qui va contenir tous les vecteurs. Et alors pour ça, je vais l'initialiser. Alors, allez, je vais vous montrer une mauvaise méthode de codage, mais parce que elle est facile à comprendre. Je vais initialiser un tableau qui contient aucune valeur. Et je veux rajouter dans mon tableau, je veux rajouter une nouvelle ligne. Et cette nouvelle ligne, c'est ce fameux vecteur. Donc je vais faire un truc comme ça. Hop. Voilà. Donc je veux dire que mon tableau, c'est l'ancien tableau avec... Ensuite, je passe à la ligne. Donc l'ancien tableau, c'est W. Et puis, je passe à la ligne et je mets le nouveau vecteur. Donc si je fais ça, je pense que ça marche. C'est une mauvaise pratique de codage parce que y a un problème de mémoire ici qui est que à chaque étape de la boucle, vous avez vu, hein, c'est long en plus à s'exécuter, à chaque étape de la boucle, le programme doit redimensionner le tableau W parce en gros, il y a un tableau qui occupe un certain espace mémoire dans le code, et puis à chaque étape, on dit non mais finalement tu fais pas telle taille, tu dois faire une taille plus grande, et du coup c'est très très long, et d'ailleurs ça m'énerve, c'est beaucoup trop long, donc je vais appuyer sur CTRL-C là pour l'interrompre. Je me rends compte que c'est vraiment une mauvaise pratique, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais initialiser le tableau. Alors je sais que ça va être un tableau de taille grand N, puisque chaque vecteur est de taille N, et puis j'en ai grand N. Et donc ce que je veux, c'est que comment on va faire chaque colonne, donc la colonne 1, n plus 1, je veux que ce soit égal à ce truc-là. J'enlève la colonne, hop, et donc là je pense que pour le coup, ça va prendre moins de temps. Ça va prendre un peu de temps quand même. Voilà, ça a pris quand même beaucoup moins de temps, donc on voyait un petit peu pourquoi est-ce que il s'agissait d'une mauvaise pratique que d'implémenter de la façon que je l'ai fait précédemment. Alors qu'est-ce que c'est grand W?
Grand W maintenant c'est un grand tableau qui fait 4001 par 4001. Et si je regarde ce que fait le grand W, la première colonne de ce tableau, normalement ça devrait être le premier vecteur de Fourier. Ça doit être le deuxième vecteur de Fourier. Ça c'est le troisième vecteur de Fourier. Ça c'est le quatrième vecteur de Fourier. Ça c'est le cinquième. Et donc je peux aller chercher, tout à l'heure je voulais chercher le 3 millième je crois. Et bien le voici. Donc on a bien réussi à fabriquer tous les vecteurs de Fourier. Alors on a un problème parce qu'on n'arrive pas à les visualiser ces vecteurs de Fourier. Si vous voulez, c'est pas clair qui est qui. Alors c'est normal parce que ces vecteurs de Fourier ils sont complexes. Et donc la seule chose que je pourrais faire par exemple c'est faire représenter. Alors si je fais ça là, vous allez voir, on comprend pas trop ce qu'on est en train de voir. On voit qu'il y a une notion de cercle, mais bon, on sait pas trop. Donc ce que je pourrais faire, c'est représenter la partie réelle de ce vecteur. Et si je regarde la partie réelle, là c'est beaucoup plus simple. Je vois que, alors c'est le 3 millième vecteur de Fourier, c'est pas évident. Donc je vais vous chercher le centième vecteur de Fourier. Ouais, le centième vecteur de Fourier, c'est un vecteur qui, si je zoome, c'est un vecteur, exponentiel de j quelque chose. J blabla fois t, c'est cosinus de j de quelque chose fois t, plus i sinus de quelque chose. Et donc la partie réelle, c'est juste un cosinus. Et si je regarde la partie imaginaire, j'imagine que ça se dit imag. Voilà, c'est un sinus. On va voir la différence. Lui, il commence à 0. La partie, le précédent, là, si je fais la partie réelle, ça doit commencer à 1. Hop, on voit bien que c'est bien un cosinus, un sinus. Donc c'est comme ça, en fait, qu'on peut faire pour représenter un vecteur de Fourier. Soit représenter sa partie réelle, soit représenter sa partie imaginaire. Ok, voilà, ça c'est le vecteur de Fourier, le centième vecteur de Fourier. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ensuite? Calculer la projection de x sur W0, W1, etc. etc. Ok. Donc, alors comment est-ce qu'on fait pour calculer la projection de x sur W0, etc. etc. Je sais pas si vous vous souvenez. Attends, pourquoi est-ce qu'il ne me comprend pas là? Il y a un espace. Ah, il y a un espace en trop depuis le début. Il m'embête cet espace en trop. Hein. Ok. Je sais pas pourquoi je l'enlève. Hein. C'est un toc. Ok. Alors, donc j'ai implémenté ça. Non, toujours pas. Hein. Ah si, c'est bon. Okay. J'ai implémenté ça. Donc fin du calcul des vecteurs de Fourier. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On veut calculer les projections sur chacun de ces vecteurs. Comment est-ce que je fais la projection sur le premier vecteur de Fourier? Je fais le produit scalaire de mes données, c'est x, il me semble, sur le premier vecteur de Fourier, sur W0. Alors je me rends compte, ça fait moins 45. Bon, voilà. On est un peu surpris parce qu'on s'attend à des valeurs complexes, puisqu'on a projeté un vecteur réel sur un autre vecteur complexe. Normalement, le résultat, ça devrait être un complexe, mais là, on voit qu'on a une valeur réelle. On va regarder avec W1. Ah bah oui, tiens, regardez, le projection de x avec le deuxième vecteur de Fourier, c'est une valeur complexe. C'est difficile à interpréter pour le moment, ces valeurs. Alors, W1, W2, ils existent, et puis si je fais W3, il existe, et W4, il existe. Ah bah non, W4 n'existe pas. Ah bah oui, on se souvient que le quatrième vecteur de Fourier, on y accède en allant chercher ce truc-là. Là. Alors, c'est pas des crochets. Okay. Voilà, donc finalement, je me rends compte que si je veux calculer le produit scalaire avec le centième vecteur de Fourier, j'ai juste à utiliser la fonction dot qui me permet de l'obtenir. Donc peut-être que je voudrais faire ça, et ce que je vais faire, c'est le stocker dans la liste de tous ces produits scalaires. Je vais le stocker. Et puis je vais le faire, et donc je vais l'appeler un TF. Ce sera ma TF personnelle, parce que c'est une implémentation de la transformée de Fourier que je suis en train de faire ici.
Et ben cette TF personnelle, et ben ce sera un tableau qui contient la liste. Alors il contient la liste de tous les produits scalaires. Ben il y en aura. Donc alors il y en aura n des valeurs. Donc ce sera une colonne. Alors au début pareil, je vais je vais euh, je vais l'initialiser ce tableau avec que des zéros. Et puis après, je vais faire une boucle pour n qui va de 0, alors de 1, pardon, jusqu'à n, puisqu'il y a n vecteurs de Fourier. Ce que je veux mettre dans le TF perso de n, eh ben, je veux que ce soit le résultat du produit scalaire de x avec... Donc alors ça, c'est la TF perso de x. Ok, de x avec ben, le nème vecteur de Fourier. Donc qui est le vecteur n. Boum. Pareil, quand vous êtes sous MATLAB, vous n'avez pas besoin de mettre n fort, vous mettez juste n tout court. Et en Octave aussi, hein, vous n'êtes pas obligé. Mais moi, je trouve que c'est une meilleure pratique. Je mets un point virgule pour éviter que ça dure des heures et des heures. Et puis, j'exécute mon programme. Alors là, je me rends compte qu'à chaque étape, bon, bah, c'est pas si long que ça. Donc, je fais un petit who's. Qui est-ce qu'on a? On a un truc qui s'appelle TF perso de x. Et alors, si on fait TF perso de x, on voit que c'est la liste de tous les produits scalaires. Alors, on pourrait se dire, j'aimerais bien regarder la liste de tous ces produits scalaires. Donc, je vais faire tracer le TF perso et je vois un truc, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Bah oui, en fait, il a représenté tous ces nombres complexes dans le plan complexe et puis il les a reliés par des points. Du coup, on comprend rien, quoi. Et en fait, on se rend compte que, bah oui, ce qu'on aimerait représenter, c'est non pas la liste de ces valeurs, mais un truc un peu plus compréhensible. Donc on pourrait représenter la partie réelle, on pourrait représenter la partie imaginaire, ou on pourrait représenter le module de ces nombres. Et si on représente le module, on obtient ce truc ici, là. Voilà. Et on va essayer d'interpréter un peu la signification de ce truc-là. Donc je zoome et je vois qu'il y a, alors il y a plein de choses à interpréter, mais il y a une espèce de gros pic. Et sinon, finalement, le module, en gros, ce que c'est en train de me dire, c'est que la plupart des composantes, elles sont de modules tout petits, sauf il y a une composante là, et c'est la composante du 61e vecteur de Fourier. Donc visiblement, la composante du 61e vecteur de Fourier nous permet est très grande. Alors ce que je vais essayer de comprendre un peu, ce que ça veut dire. Donc je vais représenter t et x, donc ça c'est mes données. Et sur le même tableau, je vais représenter t, et puis, allez, la partie réelle du 61e vecteur de Fourier, c'est ça? Donc c'est 2 points, et puis c'est 61. C'est ça, voilà. Il manque de parenthèse. Ok. Et regardez, on est en train de se rendre compte que le 61e vecteur de Fourier, c'est pas n'importe quel vecteur. Hein. Allez, je vais vous représenter un vecteur qui n'a rien à voir. Hein, par exemple, le t et puis réal de w de 2 points, virgule. Je vais représenter par exemple le 23e. Alors, on voit pas bien. Zoomer. Enfin, je vais zoomer ici. Je sais pas si vous voyez, le 23e c'est celui qui est en jaune. Et effectivement, le 23e, il a rien à voir de particulier avec les données, tandis que le 61e, c'était pas n'importe quoi. C'était un vecteur qui avait pile la même, la même fréquence que, en tout cas, que la composante principale des variations que l'on observe sur le signal. Et alors, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre ce vecteur de Fourier là, sa partie réelle, et puis le multiplier par, c'est quoi la composante? Alors attendez, je voudrais aller chercher le résultat, la TF perso de x de la 61e valeur. Hop, ça faisait ça. Et si je fais sa valeur absolue, son module, ce truc là, ça faisait combien? Ça faisait 7516. Et non, on va pas y arriver à le comprendre comme ça. Alors,
c'est pas évident, parce qu'ils sont pas normés ces vecteurs, et donc on a un problème. Mais si je faisais 7516 divisé par grand N, ce truc là, hop, alors, il faudrait faire 2 fois ce truc là, voilà. Là si on fait ça, ben, on se rend compte qu'on va obtenir un petit peu un signal qui a pile la bonne amplitude également, quoi. Donc ça c'est aussi quelque chose un petit peu intéressant qu'on est en train de regarder. Bon, c'est pas évident de comprendre pourquoi, je me rends compte que je peux pas vous l'expliquer aussi simplement que ça. Mais donc, en toujours est-il que c'est pas n'importe quoi, ce 61e vecteur de Fourier, celui dont eh bien, le produit scalaire a la plus grand module, et ben c'est celui qui correspondait à des fréquences rapides. Alors, on peut aller revenir au tracé du spectre qu'on avait fait avec plot de apps de TS perso là. On va voir qu'il y avait une autre composante. C'est la composante numéro combien? C'était le 333e vecteur de Fourier. Donc on va faire ça là. Donc ici c'était le 333e vecteur de Fourier. Je vais oublier cette normalisation là, que c'est un peu trop compliqué. Donc je vais zoomer un petit peu et à regarder. Ça correspond à quoi le truc jaune? Ben, ça correspond à des oscillations qui, si vous regardez, correspondent aux variations rapides qu'on semblait observer là. Dans les signaux, dans les données expérimentales, il y a des données là qui montent et qui varient. Et ben si vous regardez, ben, ce signal jaune, il correspond. Et si je faisais la somme de ces deux trucs là, hop, plus réel, regardez ce qu'on obtient. Alors, on obtiendrait des trucs comme ça. Alors, sauf que, ben là, j'ai sommé en égale proportion, alors que j'aurais dû, si j'avais regardé, si je fais confiance au spectre que j'observe ici, j'aurais pas dû sommer en égale proportion, puisque les deux composantes n'ont pas pour la même projection. J'aurais dû mettre un peu moins sur alors je sais pas, on pourrait dire, les deux pi qui sont, je sais pas, peut-être qu'ils sont 1/5e, la composante du 303e vecteur, hein, elle est 1/5e plus petit, et finalement je commence à obtenir des données qui commencent à vachement ressembler aux données expérimentales. Alors il faudrait augmenter, multiplier. Il y a des histoires de normalisation et en fait j'essaye de refabriquer la TF inverse petit à petit en faisant ce truc là. Mais voyez un petit peu l'idée générale. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fabriqué notre propre transformé de Fourier. Et puis alors qu'est-ce qu'il y avait comme question? Calculer la projection de x sur les blabla, on a déjà fait. À quelle fréquence correspond W0? Donc maintenant il faut essayer de comprendre dans les différents vecteurs de Fourier qu'on a fabriqués, ce à quoi ils correspondent. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer ça. Je vais lancer Drawboard PDF, je me le mets là, boum, et ensuite il me faut ma tablette. Ok. Alors, le premier vecteur de Fourier, celui que j'ai appelé celui qui s'appelle W0 en mathématiques, et celui qui, nous, dans notre tableau, on l'obtient en prenant la première colonne. Donc la première colonne, donc c'est 2 points grand N, hein, c'est celui-ci, hein, c'est le même. Eh bien, il contenait que des 1. Mais si je vous rappelais bien, on l'avait fabriqué en disant que c'était E puissance I de pi fois n égale 0, là, c'était 0, fois t sur grand N fois te. Et si on l'écrit, c'est en réel, c'est cosinus de 2 pi petit n sur grand N fois te, alors avec ce truc-là qui vaut 0, fois t. D'accord? Plus i sinus de blablabla. D'accord? Donc comme c'est un grand N égale 0, en fait, tout se passe comme si j'avais un truc qui valait 0 tout le temps, ça valait tout le temps 0 ici, et donc c'est pour ça que ça valait 1 partout, le signal. Hein, correspondait, c'était des 1 partout.
Et donc si on regarde à quelle fréquence ça correspond, on peut le voir comme un truc écrit sous la forme cosinus de 2pi f fois t, avec f ici qui vaut 0. D'accord? Enfin plus exactement, f, alors ce sera la fréquence associée au nème vecteur de Fourier, elle vaudra n sur grand N fois TE, ici. Et on voit que donc la première fréquence de Fourier, f0, eh ben, c'est 0. La deuxième fréquence de Fourier, c'est 1 sur n fois TE. La deuxième fréquence de Fourier, c'est 2 sur n fois TE, etc., etc., etc. Et donc je me rends compte que les fréquences du cosinus associé à chacun de ces vecteurs de Fourier, je peux les nommer et puis je peux les expliciter. La première, c'est 0. La deuxième, c'est 1 sur grand N fois TE. La deuxième, c'est 2 sur grand N fois TE, etc., etc. Et donc, ce que je pourrais faire, c'est fabriquer un vecteur qui contient toutes ces valeurs. Je vais l'appeler le vecteur qui contient les fréquences de Fourier. Ce que je vais appeler les fréquences de Fourier. Donc pareil, c'est un vecteur colonne qui contient n valeurs. Et puis qu'est-ce que je vais mettre dedans? Pour n qui va de 1 jusqu'à grand N, je veux que frex de n, alors ce serait quoi? C'est égal à n divisé par grand N fois TE. Un truc comme ça. D'accord? Et alors je me rends compte que c'est pas n, puisque n il commence à 0, donc c'est n-1 sur grand N fois TE. Je vais terminer ma boucle. Okay. On a un truc comme ça. J'enregistre, j'exécute mon programme. Hop, 5. Ah zut, je suis pas en train de montrer. Hop. Excusez-moi. Hop, je l'ai mis ici. Donc c'est ce que j'ai écrit, c'est là. Voilà. Revenez, vu que je dois vous laisser le temps un peu. Ok. Donc on a ce programme qui a été exécuté. On va vérifier s'il y a bien. Je vais regarder s'il y a bien un truc qui s'appelle Frex qui a été créé. Frex, voilà, c'est la liste des valeurs des fréquences de Fourier apparemment. Et alors qu'est-ce que c'est que la première valeur? Ça doit bien être 0. La deuxième fréquence de Fourier, c'est 0,24. C'est pas trop ce que ça veut dire. Mais si on va regarder maintenant, si on représente le apps de TF perso de X, et bien non pas en fonction, donc là, quand je fais ça, là, je représente la liste des... donc ici en indice, c'était les numéros des vecteurs de Fourier. Donc là, par exemple, c'est comme ça que j'avais deviné que c'était le 61e vecteur de Fourier qui avait une composante assez forte. Et puis, si au lieu d'indicer par les numéros des vecteurs de Fourier, j'indice par les fréquences des vecteurs de Fourier, en faisant ça, alors ça ne change pas la forme du truc, évidemment, mais sauf que ce qui apparaît ici, c'est un truc qui est marqué, alors là, c'est à 15 Hz. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire 15 Hz. Et donc pour ça, on va retracer les données expérimentales. Et si je regarde ce qui se passe pendant une seconde, donc là regardez, je prends une fenêtre qui dure à peu près une seconde. Vous avez vu, je suis entre un petit peu moins là, hop, là comme ça. Allez, non, je vais revenir en arrière, autoscale, et je vais prendre bien sûr d'être pendant de la première seconde à la deuxième seconde. Attendez, hop. Voilà, on est d'accord, j'ai bien pris de la première à la deuxième seconde. Voilà. Si je compte le nombre d'oscillations, je vois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est pas un hasard. Il y a donc une composante dans ce signal qui oscille à 15 Hz. Et grâce au tracé des composantes, des produits scalaires du signal sur les vecteurs de Fourier, je vois que la composante qui est située sur le vecteur de Fourier numéro 61, mais qui correspond à la fréquence de Fourier 15 Hz, nous permet de retrouver cette information. Donc voilà comment est-ce qu'on fait pour tracer un spectre de données expérimentales.
Donc on vient de réimplémenter, de réinventer l'eau chaude, on vient de réinventer la représentation spectrale de données expérimentales. Voilà. Alors on peut voir que dans les données expérimentales, eh bien, il y avait des données, un pic à 15 Hz, un pic à 83 Hz, et on a l'impression qu'on a un pic à 917 Hz et un pic à... On a l'impression qu'il y a également un pic à 985 Hz. C'est dû à l'échantillonnage. Et je vous expliquerai plus tard d'où ça sort. Mais c'est pas... si c'est dû au fait qu'on a des données qui sont régulièrement échantillonnées. Et peut-être la première façon de le voir, en fait, c'est assez facile. C'est de regarder... je vais regarder... En fait, la première façon de le comprendre, c'est de regarder celui-ci, là. Je vais regarder ce vecteur de Fourier là, apparemment c'est le 3942e vecteur de Fourier. Donc si je regarde donc W de 2.3942, voilà, c'est lui. Hop. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 5 premières valeurs de ce vecteur là. Et si je regarde les 5 premières valeurs du 61e vecteur de Fourier, bah vous verrez qu'il n'y a quasiment aucune différence. En tout cas, ils se ressemblent énormément. Ils sont juste au niveau de la forme. Vous avez vu, ils ont la même partie réelle, mais ils ont juste la partie imaginaire de signes opposés. Donc ils se ressemblent énormément, ces deux vecteurs. Alors pourquoi ils se ressemblent? C'est une problématique d'échantillonnage. Celui-ci, il est censé osciller à une fréquence très élevée, sauf que comme on n'échantillonne pas si souvent que ça, eh ben deux signaux qu'on enfin si vous voulez, je vais refaire montrer ça ici. Tout se passe comme si, allez ferme-toi, hop, tout se passe comme si. On a le problème suivant. On a un problème, c'est qu'il y en a un premier, idéalement, c'est lui là. Donc c'est le premier, c'est celui, le 61e vecteur de Fourier au niveau des mathématiques. Le 3942e, je vais le tracer, il est très rapide, donc il oscille très rapidement comme ça là. Hop, voilà. Alors là, on pourrait imaginer un truc comme ça. Puis sauf que votre problème, donc mathématiquement, clairement, les deux n'ont rien à voir. Sauf que vous avez échantillonné régulièrement, donc on pourrait imaginer qu'on a échantillonné là, 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 alors là, 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 et vous voyez bien que en fait cette méthode d'échantillonnage, eh ben, elle ne fait pas la distinction entre le signal vert et le signal bleu. Et donc résultat, on a l'impression qu'on a deux fois le même vecteur, alors que mathématiquement, c'est pas deux fois le même vecteur. C'est juste la discrétisation ici qui fait qu'on a bien deux fois visiblement le même vecteur. Donc c'est un peu une première étape d'explication de pourquoi est-ce que quand on fait le produit scalaire sur un truc qui oscille rapidement, très rapidement, et un truc qui oscille très lentement, on a l'impression qu'on obtient la même valeur, alors que... Donc ça c'est bien une illustration du problème d'échantillonnage. Ok pour... Fourier, on a fait ça. Donc maintenant, dorénavant, quand on voudra tracer Fourier, eh ben, on va pas refaire on va pas refaire à chaque fois. On va utiliser une fonction qui fait ça pour nous, qui s'appelle FFT. FFT fait exactement la même chose que ce qui est écrit ici. Donc on pourrait le vérifier. Donc je vais appeler ça TFX, ça s'appelle FFT de X. Voilà, ok. Et alors on peut regarder, est-ce que TFX égale TF... Alors je vais tester. TF perso X. Alors, il me dit non. Mais si je fais plot de TFX, hop, où es-tu, graphique? Ah oui, zut, on veut tracer, hein. Tout le monde se fait avoir. Hein. Place, donc allez, juste pour que vous voyez bien, FFT de X. Voilà. Et si sur le même graphique, donc Holden
je trace plot de tapps de tf perso x, le truc que moi j'ai fabriqué, eh ben, on voit pas la différence entre les deux. On est d'accord? C'est pareil, même chose. Ok. Donc, il y a peut-être des petites différences parce qu'on s'est peut-être un peu gouré dans l'implémentation. C'est, ouais, c'est pas très important. Donc c'est ici, il faudrait faire 0, 2.n-1 et fois te. Ça c'est ce qu'il faudrait faire pour avoir exactement la même chose. Enfin voilà. Donc, mais bon, on a en gros compris l'idée de on obtient la même chose. Alors peut-être juste pour que vous le voyez bien, hein, je vais rajouter plus 100 là, hop, je vais les décaler hein, pour voir que une fois qu'ils sont décalés, on voit bien que les deux, il y avait bien deux courbes, hein, parce que vous ne le voyiez pas forcément tout à l'heure qu'il y avait deux courbes. Ok, donc c'est comme ça qu'on fait, et donc dorénavant, lorsqu'on va vous demander de fabriquer un spectre, on va utiliser FFT. Attention, la fonction FFT ne vous dit pas comment est-ce que ne permet pas, comme FFT ne connaît pas la fréquence des chaînes. Enfin, vous avez vu hein, dans le programme, nulle part, normalement on ne devrait pas avoir. Ouais, ça se voit pas, mais on n'a pas besoin de la période d'échantillonnage. Et donc l'algorithme FFT, lui, n'a pas de notion de temps. Et donc, il n'a pas de notion non plus de fréquence. Et donc, c'est à vous de fabriquer les fréquences. Et on retiendra que les fréquences de Fourier, elles se fabriquent comme ça, là. Et donc, il y a une façon plus facile de le fabriquer, qui est, je peux le fabriquer aussi de la façon suivante. Donc là, je vais faire ou bien. Ok. Et donc, je vais créer une liste de valeurs qui va de 0 jusqu'à n-1. Et puis, le tout, je le multiplie par 1 divisé par grand N fois TE. Voilà. C'est comme ça qu'on fabrique les fréquences de Fourier. C'est là, ce truc-là, ça a l'air anodin, hein, ça, mais c'est le truc qui vous pose le plus souvent des problèmes. Le nombre de fois en mini-projet où j'ai des gens qui me disent je comprends pas quelle fréquence il faut mettre et tout ça, à quoi ça correspond. C'est méga important ce qui est en train de se passer là. Le fait de vous dire de comment est-ce qu'on fait, connaissant les données expérimentales, connaissant la période d'échantillonnage, comment est-ce qu'on fait pour savoir à quelle fréquence ça correspond. Parce que FFT ne le fait pas. Et donc, ce sera à vous de le fabriquer, ces trucs-là. Donc ça, c'est les deux façons qu'on a de créer. Donc moi, je vous recommande ça parce que ça s'écrit en une seule ligne, de créer les fréquences de Fourier. On va le faire maintenant pour Y. Donc, je peux faire, c'est très vite. Donc les fréquences de Fourier pour Y, c'est les mêmes. Hein, donc ce sera les mêmes. Et donc j'aurai pas besoin de le refabriquer. Donc ce que je vais faire, c'est je vais faire plot des fréquences de Fourier de F et puis de apps de FFT de Y. Boum. Voici le spectre des données expérimentales correspondant à Y. Et on voit qu'il y a une composante. On voit qu'il y a une composante pour la toute première fréquence, là, à 0. Donc il y a une composante non nulle. Ça correspondait au fait que expérimentalement, je vais vous mettre sur une deuxième figure. Hop, et je voudrais faire plot de TY. Expérimentalement, on remarquait qu'il y avait une composante continue dans les données expérimentales. Pareil, je vais regarder ce qui se passe pendant une seconde. Donc, prends 0 à 1 seconde et je vois qu'il y avait... alors, il y avait plusieurs oscillations. Là, il y en avait peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, il y a un truc aux alentours de 20 Hz. Ah bah oui, il y avait un truc aux alentours de 20 Hz. Et puis, il y avait également une composante aux alentours de 115 Hz. C'est le truc rapide, on pourrait regarder. Et il y avait une composante qui était complètement invisible dans les données expérimentales. Je vous mets au défi de le repérer. Et donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un spectre. Mais il y avait une composante aux alentours de 60 Hz. Et honnêtement, elle n'est pas du tout visible à l'œil nu dans les données expérimentales. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on fait pour obtenir des spectres. Pas très compliqué normalement. Ok, donc on a terminé la première
le premier truc. Et alors ce qu'on pourrait faire, alors maintenant, on va faire la partie 2. Hop, partie 2, j'enregistre et ça s'appellera compression. Ou bien, on va pas appeler ça compression, on va l'appeler ça filtrage. Pour le premier. Donc qu'est-ce que je fais? Pareil, clear, hop, CLC, donc il n'y aura plus rien dedans. Et puis on veut juste que les données, donc le début du programme, ça va être un peu la même chose que le début. Hop, voilà, ça, je veux la même chose. Ok, j'exécute et normalement, dans mon espace mémoire, il n'y a pas grand chose. Il y a grand N, il y a TE, il y a D, il y a T, il y a X. Je me rends compte qu'une fois que j'ai chargé les données, honnêtement, hein, j'ai plus besoin de garder D. Donc je vais le nettoyer, hop, et puis je vais exécuter, je vais voir comme ça, hop. Je me retrouve avec grand N, T, TE, petit t, XY. Ok. Ce que j'aimerais bien faire, c'est regarder comment est-ce que à partir de... Je vais regarder, je vais fabriquer la transformée de Fourier de X, que je vais appeler TFX, qui sera donc FFT de X. Exactement la même chose que ce qu'on a fait dans le truc précédent, mais en juste beaucoup plus rapide. Et puis les fréquences de Fourier, ce sera... on se souvient, c'est 0 jusqu'à grand N moins 1 divisé par grand N fois TE. C'est le truc un peu compliqué. Donc TFX, c'est la transformée de Fourier de X. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je fais pour refabriquer X à partir de TFX? Ben, c'est simple, il faut faire l'opération inverse. Et au niveau des maths, eh ben, il faut multiplier chaque... c'est assez facile, hein, c'est faire ce qu'on a fait la semaine dernière en TP. Donc, je vous le mets pour que vous compreniez. Donc, pour refabriquer les données, il suffit de dire que ben, c'est le premier coefficient de Fourier que multiplie le vecteur de Fourier 0. Donc finalement, plus le deuxième coef de Fourier que multiplie l'exponentielle avec le deuxième blablabla, blablabla fois 1, etc., etc. Donc en fait, et puis il faut y aller, et puis il faut le faire 4001 fois. Et donc finalement, ce qu'on est en train d'écrire, c'est que le x, on peut le reconstituer comme... Donc ça, je rappelle les coefficients, bah, c'est le résultat du produit scalaire de x avec le vecteur de Fourier i, et puis fois wi. Hein, c'est le truc qu'on avait fait la dernière fois. La dernière fois, on avait projeté dans un sous-espace de dimension 3, un truc qui vivait dans un espace de dimension 900. Et bien là, si on projette dans un sous-espace de dimension 4001, en allant de i égale 0 jusqu'à 4000, donc on projette dans un sous-espace qui a la même dimension que l'espace de départ, donc on est garanti de reconstituer intégralement le signal. Et donc ça, cette opération, c'est assez facile à faire. On pourrait faire une boucle for, hein, for i est égal à 0 jusqu'à grand N moins 1. Qu'est-ce qu'on veut faire? Eh ben, on va refabriquer, refabriquer est égal à, on va commencer avec juste des zéros de 1 n. Et ben, vous ne l'écrivez pas en même temps que moi, parce que je le fais vite fait. Ben, refab, à chaque étape, je veux lui rajouter est égal à refab plus, alors, tfx de, alors, i plus 1, que multiplie le vecteur de Fourier, donc w, de grand W de 2.i. Alors je me rends compte que grand W il n'existe plus, mais ce serait un peu, voilà, c'est comme ça qu'on ferait pour refabriquer le vecteur de tout ça. Il y a une opération qui fait ça bien pour nous, qui s'appelle IFFT, comme la transformée de Fourier inverse, de TF de X. Si on fait la transformée de Fourier inverse de X, et ben je vais l'appeler X refabriqué. Je l'appelle X refabriqué, comme ça. Alors, on va regarder, je l'exécute, hop, et elle diminue, ça devient de plus en plus grave, ça fait... Et puis après, ça oscille entre du grave et de l'aigu. Donc si je devais représenter ce que ça fait, au niveau sonore,
Hein, ça fait, je sais pas, donc je ferais un truc, je ferais aigu, puis là c'est grave, et puis ça c'est en fonction du temps. J'ai envie de dire que ça fait un truc comme ça là, ça fait quelque chose comme ça. Comment est-ce qu'on fait pour réussir à obtenir cette visualisation des choses? Donc ça c'est un petit peu la question qu'on se pose. Alors, comment est-ce qu'on fait pour obtenir la visualisation de tout ça? Toc. Alors, c'est parti. Déjà, il faut trouver un moyen d'acquérir les données, des données audio. Juste, ce qu'il y a sur cette image-là, c'est un enregistrement d'un bruant des roseaux. Je crois que c'est un oiseau. Et notre objectif, c'est d'obtenir quelque chose qui ressemble à ce qu'il y a ici, c'est-à-dire une représentation visuelle de la façon qu'a le bruant des roseaux de chanter, pour être capable d'essayer de deviner ce qu'il est en train de chanter. Donc on va essayer de charger les données expérimentales. Donc pareil, clear, boom, c'est, hop, il n'y a plus rien. Est-ce que j'ai un truc qui s'appelle fils du voisin.wave? Oui, j'ai bien un fichier qui s'appelle fils du voisin.wave qui existe et tout ça. Et donc on acquiert des données expérimentales avec la commande, enfin des données audio. Il y a une commande qui s'appelle audio read, je crois. Audio read. Et puis il faut mettre le nom du fichier, fils du voisin. Allez, hop, j'en ai marre. Audio read. Fils du voisin. .wave. Ok, voilà. Donc c'est ça que fait la commande audio read. Enfin, c'est comme ça qu'elle s'écrit, pardon. Hop. Voilà. Donc j'enregistre ce truc. Et ça me renvoie un tableau de valeurs. Bon, je pourrais essayer de regarder. Hein, donc je vais l'appeler ce tableau de valeurs. Je vais l'appeler, alors c'est pas vraiment un champ, hein, je vais l'appeler tut. Ok, j'enregistre, j'exécute. Je me souviens qu'il y a cette histoire de clear, hop, C, parce qu'on est en train de passer à autre chose. Hop, on va l'interrompre. Et puis si je fais ça, boum. Et puis si je vais dire qui est tutut, c'est un fichier qui contient 220 000 valeurs, hein, donc c'est gros. Puis si j'essaye de le visualiser, là, si je fais tut, plot tut, allez, allume-toi. Incompréhensible, on ne sait pas trop quoi en faire. On peut peut-être zoomer sur un tout petit bout et voir qu'il y a des oscillations, mais c'est pas facile à comprendre. D'accord, je fais un petit close. Okay. Donc il nous faudrait une façon de visualiser le son et ce qu'on va faire. Alors la fonction audio read, elle fait deux choses. Elle renvoie donc les données de valeur quand on fait ça, mais elle peut éventuellement vous renvoyer la fréquence d'échantillonnage. Rien à voir avec les fréquences de Fourier, hein. Aucun lien. C'est un truc qui s'appelle la fréquence d'échantillonnage qui vous dit combien de points. Hein, si je regarde plot tut je prends les 5 premières valeurs de tut là, et si je les regarde, hein, ces 5 premières valeurs, hop, et en fait ça vous donne l'amplitude que doit prendre le micro pour créer ce son, hein. Donc c'est une valeur, hein, si vous voulez le prendre comme une valeur de tension que vous envoyez à votre haut-parleur, c'est juste ça, hein. Donc on voit que les 5 premières valeurs, donc c'est juste une liste de valeurs et il faut que vous ayez l'information sur tous les combien de temps ces points ont été pris, hein, puisque tut c'est bien juste une liste de valeurs, hein. Si vous regardez, oui, on voit bien là, c'est juste des valeurs. C'est les valeurs d'amplitude du micro. Et il faut savoir tous les combien de temps ces valeurs ont été prises. La norme, écoutez, on va regarder. Hop, on va dire, et F, combien est-ce que tu vaux? Voilà, c'est 44 kHz. Donc la norme de l'industrie, c'est quand on fait un enregistrement sonore, on le fait à 44 kHz. Voilà, c'est-à-dire qu'on prend 44 000 points par seconde. Donc voilà, alors il y a une commande qui permet d'écouter un son. Regardez, c'est la commande qui s'appelle sound. Je vais vous le mettre parce que vous allez en profiter, hein. Sound de tut et puis à la fréquence F, vous faites ça. Ça permet de l'écouter. C'est dans MATLAB, ça permet d'écouter le truc. Ok.
qu'est-ce qui se passe si je devais écouter ce son, mais en me trompant, en disant que la fréquence d'échantillonnage, c'est pas 44 000, mais on pourrait dire que finalement, j'ai échantillonné tous les 5000 fois. Alors, regardons ce qui se passe. On n'entend rien du tout. Ouais, c'est trop grave, c'est pour ça qu'on l'entendait pas. Non, attendez. Hop, je vous le mets. Voilà, là on arrive à l'entendre. Donc en fait, c'est le même son, mais je l'ai juste ralenti, si vous voulez. Hein, je fais 40 000, c'est un petit peu plus grave. Et puis si j'avais décidé qu'en fait j'avais échantillonné à 80 000 Hz, là je l'ai juste joué plus rapidement. Bah oui, parce que mais je fais un truc qui correspond pas à la réalité, qui était d'avoir fait de jouer cet enregistrement tout comme si j'avais enregistré 80 000 points par seconde, ce qui n'est pas vrai. Je l'ai enregistré 44 000 points par seconde. Ok, ça c'est ce que fait la commande sound. Ok. Alors maintenant on aimerait bien regarder le signal en faisant plot, et on aimerait bien regarder son spectre. Et on regarde, donc on se rappelle donc que n, ça doit être le nombre de points qu'il y a dans tut. Hop. La période d'échantillonnage, eh ben, du coup c'est 1 sur grand F. Ça c'est l'espacement temporel entre deux points. Et puis le débit actuel du flux est inférieur au débit recommandé. Bon, bah, apparemment des problèmes de son. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux... Ah oui, je veux tracer le spectre. Et donc on se souvient que les fréquences de Fourier, ce sera donc 0 jusqu'à n-1 que multiplie... Qu'est-ce qu'il fait là ce truc? Que multiplie 1 divisé par n fois TE. Ok. TE existe, quand n existe, tout va bien. Et puis, donc, ce que je veux regarder, c'est plot de f, de apps, de FFT, de tut. Voilà. Boum. Allez, lance-toi. C'est un peu long. Où est-ce que tu es? Et là, bah voilà, je regarde le spectre et... alors, on se souvient qu'il y a cette histoire d'échantillonnage qui fait que... Voilà, il est dégueulasse. Il n'y a pas... alors que... bah, il y a le spectre vous dit pas... Pourtant, j'ai bien entendu, c'était clairement un son très clair. Alors, ça vous dit juste que c'est que dans le spectre, il y a des composantes entre 300 et 500 Hz. Et si vous voulez, on comprend pas, on n'arrive pas à interpréter ce truc-là. Bah oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, ce qui a du sens, c'est se dire qu'au tout démarrage, bah, il y avait un son pendant la première demi-seconde, il y avait tut qui faisait, alors là pour le coup c'était qu'une seule note, et puis après ça a changé, et puis en fait la note a changé progressivement. Donc en fait ce qu'on se rend compte, c'est qu'on aimerait bien découper le spectre et dire non mais c'est quoi le spectre pendant la première seconde, c'est quoi le spectre dans la deuxième seconde, etc. Donc on va appeler seconde 1 qui sera tut de la première seconde. Comment je fais pour avoir la première seconde? C'est simple. Je prends toutes les valeurs qui vont de 1 jusqu'à alors le nombre de points qu'il y a dans une seconde. N, une seconde. Qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est 1 que multiplie, donc une seconde, que multiplie la fréquence d'échantillonnage. F. Puis si j'avais pris pendant 0,5 secondes, j'aurais mis 0,5 ici, quoi. Hop, et ce que je veux donc, c'est aller de N1S de 1 au nombre de points qu'il y a dans une seconde. Je fais ça, donc ça c'est la seconde 1. La seconde 2, qu'est-ce que c'est? C'est tut de N1S plus 1 jusqu'à 2 fois N1S. D'accord? Un truc comme ça, quoi. Voilà. Et donc ça c'est le spectre de la première. Donc ça c'est le seconde 1 et seconde 2. Donc on va oublier le spectre. On va oublier ça ici, là. Hop. On va exécuter le code. Seconde 1, ça doit correspondre aux données de la première seconde. Donc si je fais plot de seconde 1, je fais ça. Voilà. Donc ça c'est juste le bout de la première seconde. Et là je me rends compte que seconde 1,
il contient pas autant de points que la première seconde. Donc cette fois-ci, le nombre de points de, je vais l'appeler N1, ce sera la longueur de ce... Bah non, en fait, c'est N1S. C'est le nombre de points qu'il y a dans la première seconde. Et donc, maintenant, la période d'échantillonnage, ça reste la même, ça n'a pas changé. Mais maintenant, les fréquences de Fourier, elles ont changé. Puisque quand je vais tracer, donc si je fais... je vais essayer de tracer le spectre. Donc, je vais appeler TF de la seconde 1. Et ben, ce sera égal à FFT. Donc, je vais calculer directement le spectre. SP1. Ce sera FFT, donc, pardon, APS de FFT de seconde 1. Donc ça, c'est le premier spectre. Et en fait, les fréquences de Fourier, c'est plus les mêmes que tout à l'heure, parce qu'on n'a pas pris le même nombre de points. C'est N1S moins 1 divisé par N1S fois TE. Et ça, c'est un truc que vous avez souvent du mal à comprendre. C'est que les vecteurs de Fourier, les fréquences des vecteurs de Fourier, elles dépendent complètement du nombre de points. Et donc, on ne peut pas comparer deux spectres de données qui n'ont pas le même nombre de points du tout. Donc on va faire ça, et puis on va se faire un petit tracé de ce spectre-là. F de SP1. Hop. Allez, boum. Montre-moi qui tu es. Et là, c'est beaucoup plus facile à comprendre. On est en train de voir que dans la première seconde, il y avait une note qui était située aux alentours de 400 Hz. 440, ah bah oui, le tut par lequel j'ai commencé, c'était pas mal. Alors je me rends compte que peut-être que je voudrais tracer maintenant le spectre de la deuxième seconde. Je vais l'appeler SP2, est égal à APS de FFT de seconde 2. Hop. Alors là, pour le coup, comme il y a le même nombre de points, j'ai pas besoin de changer ça. Et je vais retracer ces spectres. Et je vois que donc pendant la première seconde, il y avait une note qui était aux alentours de 440 Hz. Et pendant la deuxième seconde, il y avait une note plus grave. Donc, si vous voulez, alors ça reste pas une note. Vous voyez, c'est pas qu'un seul pic. Pour que ce soit peut-être un peu plus précis, peut-être qu'on pourrait prendre, plutôt que prendre une seconde, on pourrait prendre 0,5 secondes. Alors si j'exécute ce truc, hop, et là qu'est-ce que je me rends compte? Je me rends compte que c'est mieux là. C'est un petit peu mieux. Je suis de moins en moins à avoir un truc étalé. C'est de plus en plus précis. Donc ça c'est la première seconde, la première demi-seconde, la deuxième demi-seconde. Je pourrais, etc., tracer pour chaque morceau, tracer le spectre. Donc c'est ce qu'on va faire. On va fabriquer quelque chose qui nous permet de tracer ce qui se passe pour chacun des spectres. Donc ça finalement, ce qu'on va appeler, c'est la durée d'une boîte. Je vais l'appeler, donc ça c'est 0,5, et ici je veux que ce soit durée, un truc comme ça. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux mettre ça dans une boucle, d'accord, et puis mettre dans un tableau le premier spectre, le deuxième spectre, le troisième spectre, etc. Donc ce que je vais faire, c'est faire une boucle. Alors pour l'instant je vais aller alors je ne vais pas prendre 1, je vais prendre K qui va de 1 jusqu'à 3, je vais prendre les 3 premiers trucs. Alors qu'est-ce que je veux faire? Je veux sélectionner un morceau, et ce sera donc tut de... Alors, je vois que ça commence, le premier, ça va de 1 jusqu'à N1S. Ça, c'est la durée. Et puis alors, je me rends compte que le deuxième, ça va de N1S plus 1. Donc, plus 1 jusqu'à 2 fois N1S. Et le troisième, ça irait de... Donc finalement, je me rends compte que ça va... Le démarrage, c'est K-1 fois N1S plus 1 jusqu'à K fois N1S. Donc ça me sélectionne le Kème morceau. Ça fait ça. Et puis après, je veux fabriquer le spectre. Hop. Donc SP est égal à APS de FFT de tut. Et puis je voudrais le mettre dans un tableau. Donc je vais l'appeler mon tableau. Et bien je voudrais... Alors je vais faire le truc pas bien là.
que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc je vais juste rajouter au tableau, parce que je connais pas encore combien il y a de colonnes, ce truc là. Ça va? Donc on est d'accord que ça je peux le virer maintenant. Ok, alors SP1 il n'existe pas. Alors, oui, qu'est-ce que c'est? Alors oui, maintenant ce qu'on veut c'est on veut tab, on veut représenter, donc qu'est-ce que c'est tableau? Ça marche ou pas? Ouais, j'ai bien 3 colonnes, c'est les trois valeurs du spectre ici. Donc on veut la première colonne, la deuxième colonne, et puis la troisième colonne. Qu'est-ce qui se passe? Vector length match f whose tab. Ah ouais, un problème de taille. Il faut redéfinir. Est-ce qu'il y a un problème là? J'arrive pas à le voir. Je vais juste vérifier que SP. Ouais. C'est un truc de taille 220 000. Et pourquoi tab? 220 000 fois 3. Et puis F. Ah, il en manque un. Je me suis raté. Je suis raté quelque part, il faut le trouver. Il y a un point qui manque. K.NAS. J'arrive pas à voir où est-ce que je commets mon erreur. Il y a une petite erreur quelque part. En attendant, je vais en rajouter. Je vais en prendre un en moins ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors cette fois-ci, SP apps. Ah mais non, mais voilà. C'est pas FCDFFT de tut. C'est de sec. Voilà, il est là mon problème. Ok. Ok, cool. Et donc si maintenant je fais les spectres, si je regarde les spectres, je vois que je vais avoir le spectre de la première demi-seconde en bleu, de la deuxième demi-seconde en rouge, etc., etc. Maintenant je peux changer la durée. Je peux prendre une durée de 0,1 seconde. Hop, et puis je pourrais prendre plus de boîtes encore. Allez, je vais en prendre 10. Ok, et puis en fait, ce qu'on peut remarquer, en fait, c'est que... Bon, allez, on va continuer, on va l'exécuter quand même, que vous voyez. Ok, et donc là, ça commence à être de mieux en mieux. Je vois que j'ai des pics qui sont de plus en plus... C'est bien joli, donc pendant la première partie. Et si je fais plot de tab, ben, normalement, je dois avoir juste toutes les courbes qui ont été mises les unes sur les autres. Voilà. Sauf que j'arrive pas à visualiser. Donc il y a le premier spectre, le deuxième spectre, le troisième spectre, le quatrième spectre, etc. qui ont tous été représentés. Et en fait, ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est faire un truc un peu mieux. C'est de prendre le tableau, tab, qui est juste une liste de... C'est la liste de tous les spectres. Et puis de faire une image de cette matrice. Et si on fait une image de la matrice, on voit quoi? Alors, on voit ce truc là qui on va commencer à comprendre, on va essayer de comprendre un peu plus tard après. On voit que en fait la première colonne, donc ImageSC, alors oui, vous connaissez pas ImageSC tous, donc je vais vous montrer comment. Alors attendez, depuis tout à l'heure, je vais vous montrer ce qui se passe quand on a une matrice quelconque. Alors M est égal à J5 là, hop,
Alors c'est une matrice M. Magic, on s'en fiche, ça me crée juste une matrice. Ce que fait ImageSC, ça permet de représenter une matrice visuellement. Fait ça, et donc ça met des couleurs. Donc si vous faites color bar, hop, vous voyez les couleurs. Donc c'est bleu pour quand la matrice, la valeur dans la matrice vaut 0, et puis jaune quand ça vaut un grand nombre. Donc vous voyez là 17, 24, 1, 8, 15, 23, 5, 7, voilà, blablabla. Et donc là je peux deviner que c'est une toute petite valeur, ça doit être 3, voilà. Et là c'est une toute petite valeur aussi, c'est 2, et puis là ça doit être une valeur assez grande. En bas à gauche c'est 25, vous voyez? C'est comme ça qu'on fait. Et donc finalement quand je fais ImageSC de ma matrice table là, et ben finalement je me rends compte que la première colonne ici là, et ben c'est le spectre de la colonne 1. Et alors on se souvient que le spectre, à chaque fois je fais que zoomer dans la première partie, hein, je sais pas si vous vous souvenez, hein, je fais que zoomer dans le démarrage. Donc finalement on va toujours avoir besoin de faire ça. Et donc je vois ça, et donc je suis allé jusqu'à 10, mais je pourrais prendre un peu plus de boîtes. Je pourrais aller jusqu'à 50. Je vais exécuter ce truc là. Et puis je vais faire ici, plutôt que de faire un plot, je vais faire image sc de tab. Ok. Et puis, allez, boum. Et alors qu'est-ce qui se passe? Bah, je commence à voir des trucs assez cool. Je commence à voir un son qui fait... Je suis en train de visualiser les choses. Alors par défaut, il y a un truc qui peut valoir le coup. 7 GCA, on va dire normal. Plus que comme ça devrait moins vous perturber. Hop, voilà, ça l'a mis dans le bon sens. Et donc là, comme ça, on voit bien le zoom du démarrage du spectre. Donc on voit que le 50e de vecteur de Fourier avait une valeur non nulle au démarrage, puis après c'était le 40, c'est descendu, puis après c'est remonté, etc., etc. Donc vous voyez qu'on commence à être capable de visualiser l'évolution du son, et ce qui correspond un peu plus à la notion qu'on avait de... Alors on a un problème, c'est qu'on a l'axe vertical là, qui correspond au numéro des vecteurs de Fourier et non pas aux fréquences. Et donc une partie de votre travail sera, pour ceux qui vous travailleront beaucoup avec la transformée de Fourier glissante, sera de bien comprendre comment on fait pour annoter correctement ici, l'axe, ici. Et pareil, là c'est les numéros des boîtes et non pas le temps qui est indexé. Donc on ne sait pas trop comment faire ça pour le moment, mais c'est un peu votre travail. Bah écoutez, voilà, je vais arrêter cette diffusion, sinon elle va durer pendant des heures et des heures. Donc je vais m'arrêter ici. Et puis je vais la chapitrer pour qu'elle soit facile pour vous à naviguer. Et puis vous avez eu une petite idée de ce que c'est censé faire lors de ce TP numéro 2. Bonne journée à ceux qui ont suivi. Au revoir.